Bon, presque 2 ans et demi de conflit, et en 2 ans et demi, il s'est passé plein de choses, et notamment la bande de Gaza a été en bonne partie détruite, et les Gazaouis en paient le prix, évidemment. Alors on a été abreuvé d'infos à ce sujet, sur le nombre de victimes, sur le fait que des quartiers entiers aient été détruits, sur les populations déplacées, sur les avancées de l'armée israélienne, etc. Mais il y a eu tellement de mouvements et d'infos dans ce conflit que c'est parfois un peu brouillon. Et là, le but de cette vidéo, c'est de cartographier un peu ce qui s'est passé. Donc l'évolution de l'avancée de l'armée israélienne, l'évolution des destructions, des déplacements de population, ou encore comment fonctionne l'aide humanitaire. Et tout ça pour y voir un peu plus clair et avoir un peu une visualisation du déroulé des événements et de l'ampleur des destructions. Mais avant de continuer, j'aimerais vous parler d'un outil que j'ai découvert récemment en essayant d'optimiser mes finances. C'est Bunk. Bunk, c'est une banque en ligne qui a pour but de simplifier vos finances et de vous donner le contrôle où et quand vous voulez. Personnellement, j'ai pu créer un compte en moins de 5 minutes, c'est super simple. Et c'est vraiment ce que j'apprécie sur Bunk, tout est facile, clair, transparent, pas de prise de tête. Et sachez que c'est une banque digitale qui vient des Pays-Bas et qui a une licence bancaire complète délivrée par la Banque centrale des Pays-Bas. Donc il n'y a pas de souci à se faire et moi c'est vraiment le genre de truc qui me rassure. Ensuite, il y a un côté super pratique dans Bunk, c'est que vous pouvez facilement catégoriser votre budget. Vous voyez, moi par exemple, j'ai déjà commencé à créer des catégories, courses, sport, loyer, loisirs, etc. Et chaque catégorie, c'est en fait un moneypot différent avec son IBAN. Donc quand vous payez quelque chose avec l'appli, vous pouvez payer avec le compte qui correspond au type de dépense. Et vous pouvez aussi fixer une limite de paiement, par paiement unique ou quotidien, et ça évite de faire des folies sans s'en rendre compte. Il y a aussi une fonctionnalité qui traque vos dépenses et qui vous donne des conseils en fonction de votre activité bancaire pour tout bien optimiser. Et une autre qui permet d'automatiquement verser les bonnes sommes dans les bons comptes lorsque vous recevez votre salaire. Bref, vous pouvez optimiser plein de trucs. Donc si vous voulez tester Bunk, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo et sachez que c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Donc merci si vous le faites. Et maintenant, on peut retourner à Gaza. Alors commençons par le début. Déjà, Gaza, c'est là. On parle de la bande de Gaza car ce territoire forme une bande longue d'une quarantaine de kilomètres pour une largeur qui fait entre 6 et 12 kilomètres. Elle a une frontière avec l'Égypte de 12-13 kilomètres au sud et sinon, elle est entourée par du territoire israélien au nord et à l'est. Le territoire est divisé en 5 gouvernorats, Nord Gaza, Gaza City, Deir el-Bala, Khan Younes et Rafah. Le plus peuplé étant Gaza City avec 750 000 habitants, puis Nord Gaza avec 444 000, Khan Younes avec 439 000, Deir el-Bala avec 320 000 et Rafah avec 275 000. Et tout ça fait presque 2 200 000 habitants. Et maintenant sur la carte, vous voyez les zones construites. Ça vous donne une idée en gros de là où vivent les gens. Alors vous voyez aussi qu'il y a des zones non construites, et c'est en partie parce qu'il y a aussi des zones agricoles dans la bande de Gaza. Vous les voyez désormais en vert. Et Gaza dispose aussi d'une zone de pêche autorisée. Alors la limite de la zone a beaucoup bougé au fil des décennies, passant de 20 000 nautiques à 0 parfois. En 2019 par exemple, Israël a changé la taille de cette zone pas moins de 9 fois. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les Gazaouis ont la possibilité de pêcher, mais à des conditions imposées par la force par Israël. Sachant que plus les pêcheurs s'éloignent des côtes, plus ils ont accès à une variété et à de gros volumes de pêche. Mais tout ça, c'était avant la guerre de Gaza. Donc vous le savez, le 7 octobre 2023, le Hamas lance une attaque en Israël. Il vise aussi bien militaires que civils, le but étant de faire le plus de victimes possible. Au total, 1200 morts en une journée. Vous voyez sur la carte les zones touchées en Israël. Et dès le lendemain, Israël riposte en bombardant la bande de Gaza. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des données sur les destructions ou dommages aux bâtiments par période. Ce sont des données qui viennent de l'UNOSAT, c'est une entité de l'ONU qui s'est basée sur de l'imagerie satellite pour répertorier les bâtiments endommagés. Alors vous voyez d'abord ici les bâtiments endommagés ou détruits le 7 novembre, soit après seulement un mois de guerre. On voit que c'est le nord qui est le plus touché. Et on va maintenant ajouter les dégâts au 26 novembre 2023. Vous le voyez, la partie nord a été encore une fois la cible principale, et durant cette période, les forces armées israéliennes ont pénétré la bande de Gaza, depuis le nord, mais aussi plus au sud, pour couper la bande en deux. Par ailleurs, des ordres d'évacuation sont donnés à la population palestinienne. Israël a en fait d'abord divisé la bande de Gaza en 620 zones, et ces ordres d'évacuation sont donnés en fonction de ces zones. Alors ces zones ont évolué, certaines ont été fusionnées, etc. Et sur la carte, vous voyez en rouge les ordres de déplacement qui ont été donnés sur l'année 2023. Ça concerne une bonne partie des villes de Gaza City et de Khan Younes, donc des centaines de milliers de civils ont dû fuir ces zones pour essayer d'éviter les combats et bombardements. Ensuite, l'année 2024 est rythmée par l'avancée des forces armées israéliennes et l'expansion des destructions. Vous voyez les dommages aux bâtiments début 2024, puis mi-2024 et début 2025.
et les zones qui ont fait l'objet d'un ordre de déplacement durant l'année 2024. Alors cette année-là ont eu lieu les batailles de Khan Younes au centre et de Rafah au sud, d'où les dommages importants sur ces zones. Et du coup, vous le voyez, à la fin de l'année, la majeure partie des zones urbaines et habitées font l'objet d'ordres de déplacement et peuvent être parcourues par l'armée israélienne. Autre point important, en mai 2024, Israël prend le contrôle des abords du passage de Rafah, entre Gaza et l'Égypte, et à ce moment-là, la bande de Gaza se retrouve donc complètement isolée, puisque Rafah était le seul passage vers un autre État qu'Israël. Ensuite, en 2025, on a un cessez-le-feu qui est signé le 19 janvier. Là, on a un retrait partiel des forces armées israéliennes. Vous le voyez sur la carte, la présence de l'armée est censée se limiter aux extrémités du territoire. Et les cessez-le-feu, c'est toujours l'occasion pour les populations de revenir dans leur quartier d'habitation. Alors, il n'y a aucune directive qui est donnée, l'armée israélienne n'appelle pas au retour, mais ces retours se font spontanément. En fait, la bande de Gaza, c'est petit, donc les gens peuvent rentrer dans leur quartier d'habitation facilement et rapidement, à pied. Mais ce cessez-le-feu ne dure pas, il est rompu le 18 mars, et les combats et bombardements reprennent. Vous voyez les nouvelles destructions, ici mi-2025. On voit que ça touche essentiellement des zones et des banlieues de Rafah et de Khan Younes dans le sud, et un peu la ville de Jabalia dans le nord. Et puis j'ajoute enfin les destructions pour fin 2025. Les mêmes zones sont touchées avec une accentuation sur Jabalia et Gaza City. Et vous le voyez, les ordres de déplacement et la présence de l'armée israélienne progressent au fil de l'année. Ici, la situation au 30 avril, puis ici au 25 juin, au 13 août et enfin au 7 octobre, 2 ans après le début de la guerre. Et au 7 octobre, on se rend compte que si les Gazaouis veulent respecter les ordres de déplacement d'Israël et éviter les combats ou bombardements, il ne leur reste qu'une toute petite partie du territoire où vivre. Et c'est là que se sont créées des zones de campement de réfugiés. Pour illustrer ça, on peut simplement comparer les images satellites entre les années 2022 et 2025. Vous le voyez, on a des campements tout le long de la côte jusque sur la plage à quelques mètres de la mer, alors que ces zones se situent en zone inondable. Vous voyez ici les zones inondables et les tentes répertoriées en zone inondable. Il y en a plus de 14 000. En 2025, Israël et les États-Unis ont également mis en place la Gaza Humanitarian Foundation. C'est un organisme qui, sur le papier, est tâché de distribuer de la nourriture aux Gazaouis. En fait, depuis le début de la guerre, il y avait déjà des organes rattachés à l'ONU ou des ONG indépendantes qui faisaient le boulot d'humanitaire pour fournir de la nourriture aux populations. Mais à partir de mai 2025, Israël pousse la Gaza Humanitarian Foundation pour remplir ce rôle. Le problème, c'est que cette organisation n'est absolument pas neutre, puisque sur place, elle est gérée par Israël. Il n'y a que 4 points de ravitaillement, vous les voyez sur la carte, 3 dans le sud et 1 au milieu, contre des dizaines, voire centaines, avec l'ancien système. Et de très nombreux incidents ont été reportés aux abords de ces points de ravitaillement. En fait, concrètement, les soldats israéliens ont régulièrement fait feu sur les populations civiles du fait de situations décrites par la partie israélienne comme tendues. Alors, l'ancien système de distribution qui passait par les organes de l'ONU et les ONG n'a pas disparu à proprement parler, mais il a été largement entravé par Israël qui a refusé ou compliqué l'entrée dans la bande de Gaza. Alors, si les Gazaouis ont besoin que de la nourriture soit distribuée, c'est aussi parce qu'ils ne sont plus en mesure d'en produire pour eux-mêmes, car avant la guerre, ce territoire comportait un certain nombre de zones agricoles, vous les voyez sur la carte. Et on peut ajouter à ça un certain nombre de serres également, les voici en plus. Sauf que tout ça a aussi été sévèrement touché par la guerre. Vous voyez désormais en rouge les champs ou serres détruits ou endommagés par les bombardements. Il ne reste plus grand-chose et de toute façon, ce qui reste intact se trouvait au cours de l'année 2025 dans les zones tenues par l'armée israélienne et qui faisaient l'objet d'ordres de déplacement. Donc entre les bâtiments et les champs, on constate qu'après 2 ans de guerre, une bonne partie du territoire a été tout simplement détruite. À ça, on peut ajouter aussi les infrastructures. Vous voyez par exemple ici les routes. Elles sont classées par couleur, allant de celles ne présentant pas de dommages visibles ou révélés, en vert et en bleu, à celles complètement détruites, en noir. On peut aussi parler de l'électricité. La bande de Gaza est soumise à un blocus électrique depuis octobre 2023. En gros, une partie de l'électricité consommée dans le territoire venait du réseau israélien et était achetée par Gaza à Israël, et une autre partie venait de la seule centrale électrique située ici, qui est une centrale au fioul. Et la pénurie de fioul l'a forcé à s'arrêter également. Et forcément, il faut de l'électricité pour faire fonctionner tout un tas de choses indispensables dans un contexte de crise humanitaire. Et notamment les usines de dessalement de l'eau. Il y en a 3 situées ici, ici et ici. Depuis fin 2024, il n'y avait plus que celle du sud qui était en marche, mais sa connexion au réseau électrique israélien a été coupée par Israël également début 2025. Donc il y a absolument tout à reconstruire sur ce territoire, que ce soit en termes de logement, d'infrastructures, d'agriculture.
Il y a vraiment eu une entreprise de destruction totale, et depuis le 10 octobre 2025 a lieu le cessez-le-feu le plus pérenne depuis le début du conflit. Ça fait tout de même presque 6 mois qu'il est en cours. Alors ça ne veut néanmoins pas dire que la situation s'améliore significativement pour les Gazaouis pour autant, hein. Ils peuvent se déplacer plus librement sur la zone, certes, mais une bonne partie des bâtiments sont endommagés ou détruits, donc à quoi bon? En revanche, les organismes humanitaires peuvent à nouveau travailler, contrairement à la période où c'était la Gaza Humanitarian Foundation qui endossait le rôle de distributeur de nourriture. Mais globalement, la situation humanitaire reste catastrophique, car il faudrait remettre en place de véritables infrastructures pour suffisamment alimenter le territoire en eau, en nourriture, en électricité, en essence, en médicaments et matériel médical, etc. Et au total, aujourd'hui, on compte 80 000 morts et entre 150 et 200 000 blessés, et pour la plupart, des civils. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, commentez, partagez. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez tester le partenaire de la vidéo, Bunk, ou alors vous pouvez me faire un don sur la plateforme Tipeee et rejoindre les nombreux tipeurs qui me font des dons tous les mois. Et d'ailleurs, je les remercie. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!